Il est le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. J'ai cité M. Jean-Luc Moutou. C'est aussi le premier invité de ce format inédit qui a rang de ministre. Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez et écoutez le podcast Et si on en parlait. Bonjour à vous, Monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur le ministre, notre podcast veut être une plateforme de discussion ouverte à la jeunesse pour répondre aux préoccupations que se pose cette jeunesse. Et cette même jeunesse est surprise de voir les membres de l'exécutif s'ouvrir au débat contradictoire. Donc la question, monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement souhaite améliorer sa communication avec la jeunesse ? Elle ne peut pas être surprise. Au contraire, elle devrait se réjouir de voir à un moment pareil des membres du gouvernement s'ouvrir évidemment à ces discussions et pour pouvoir leur apporter des informations utiles, je pense, à la fois en ce qui concerne la vie politique, la vie économique, la vie sociale, leur propre avenir. Je pense que tous ces éléments peuvent faire l'objet de discussions et je pense que ce sont de bonnes opportunités que vous nous offrez là pour pouvoir évidemment échanger avec cette jeunesse. On a besoin de vous faire le serment. Vous ne direz la vérité, rien que la vérité. Nous comptons sur votre conscience professionnelle. Toute la vérité, rien que la vérité. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est de se dire quel élève, en votre qualité de ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, quel élève se cache derrière la fonction de ministre ? Vous étiez bon à l'école ? Moyen ? Tout élève moyen. Je commence mon école primaire à Thiétié, à l'école 31 décembre à Thiétié. Et je poursuis ensuite mon école primaire à Kélé, où j'ai vécu quand même de très nombreuses années, avant de revenir à Brazzaville, où j'ai fait le CG Ma Foi Virgile. J'obtiens mon baccalauréat à Pointe-Noire des années plus tard. J'obtiens une licence de géographie à l'université Marien-Ngouabi. J'obtiens ensuite en France une maîtrise à l'université Paris 12 Créteil. Ensuite, je fais une entrée à l'Institut d'urbanisme de Paris. Et puis après, je fais un DEA et une thèse de doctorat à l'université Michel de Montaigne à Bordeaux 3. Sacré parcours pour un élève moyen. Oui, mais bon, il faut se donner les moyens, tout simplement. Vous avez des ambitions, vous avez des rêves, il faut les matérialiser. Chaque jeune, chaque enfant de notre pays doit avoir des rêves. Et après, il faut se donner les moyens de le matérialiser. Si vous ne le faites pas, vous risquerez de faire aboutir plutôt les rêves des autres. Donc, tous ceux qui ont fait des rêves devraient pouvoir se donner les moyens pour atteindre les objectifs qui se sont fixés dans la vie. C'est ce que nous avons fait, tout simplement. Et c'est ce que d'ailleurs beaucoup de jeunes devraient faire en prenant peut-être des exemples dans la société, à défaut que nous puissions servir de modèle pour eux. D'accord. Comment devient-on ministre de l'enseignement ? En travaillant. Est-ce qu'on est d'abord enseignant ? Non, en travaillant. On n'est pas... tous ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui n'ont pas été forcément des enseignants. Mais moi, je suis encore d'ailleurs enseignant puisque j'enseigne... je donne des cours de géographie à l'université Marien-Ngouabi, au département de géographie, où j'encadre encore mes étudiants, ceux qui font des thèses, ceux qui font des masters. Et voilà, peut-être tout naturellement, je ne sais pas, mais je me suis mis au service de la République. J'ai accompagné M. Anatole Collinet-Makosso du moment où il est rentré au gouvernement lui-même, au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. J'étais conseiller à l'enseignement secondaire par la suite, lorsqu'il regagne le ministère de l'enseignement primaire, secondaire, de l'alphabétisation. Puis je suis directeur général de l'enseignement secondaire. Il a plu, plus tard, en 2021, à son Excellence Monsieur le Président de la République, de me nommer ministre de l'enseignement et c'est cette fonction que j'occupe à l'heure actuelle. Mais oui, il faut quand même beaucoup de travail pour tenir une telle responsabilité qu'on place en vous. Nous allons justement en parler parce que ce sont des sujets très sensibles. L'enseignement en fait partie. On veut d'abord comprendre comment est organisé les ministères, les différents ministères des enseignements. Il y en a combien ? Il y a, schématiquement comme ça, il y a 3 grands ministères. Il y a donc le ministère préscolaire, primaire, secondaire de l'alphabétisation, donc qui s'occupe de l'enfant, son entrée dans le système jusqu'à l'obtention du baccalauréat. Ensuite, il a donc vous avez la charge dont j'ai la charge d'ailleurs, et il y a le ministère de l'enseignement supérieur, donc pour tous ceux qui obtiennent le baccalauréat et qui doivent poursuivre les études supérieures. Et puis à côté, il y a, pas à côté, concomitamment, nous avons donc le ministère de l'enseignement technique et professionnel pour ceux qui apprennent des métiers techniques, qui font la comptabilité et qui donc évidemment peuvent trouver leur solution, leur parcours au niveau donc de ce ministère.
Donc, c'est 3 grands ministères, justement, donc, qui s'occupent des questions d'éducation dans notre pays. Est-ce que ces 3 grands ministères arrivent à collaborer ensemble? Ah, mais bien sûr que nous collaborons, c'est très important. Prenons mon cas. Je m'occupe donc de ces enfants qui rentrent dans le système éducatif par le bas, que nous accompagnons, et ensuite qui obtiennent leur diplôme. Lorsqu'ils sortent de notre système, ils intègrent l'université Marie-Ngouabi et nous travaillons de connivence justement avec l'enseignement supérieur, mais parce que chaque fois que nous donnons les résultats du baccalauréat, par exemple, il faut que l'université Marie-Ngouabi ou même l'université de Nice Sassou Nguesso soient prêts à recevoir le flux que nous mettons à leur disposition, qu'il n'y en ait peut-être pas trop ou peut-être pas moins, mais en tout cas, nous travaillons de connivence pour pouvoir construire évidemment toute cette infrastructure qui devrait permettre aux jeunes non pas seulement de s'arrêter à notre niveau, mais plutôt de pouvoir poursuivre ensuite dans l'enseignement supérieur au travers des dispositions prises par ces différents ministères. D'accord. Et justement, vous êtes, on va dire, la première étape de ce long maillon, on est d'accord? Ça commence par vous. Oui. Votre mission commence par la prise en charge de l'enfant et ça s'arrête au lycée, c'est ça? Ça s'arrête au lycée. D'accord. J'aimerais bien savoir, l'école publique est obligatoire jusqu'à 16 ans? L'école publique est obligatoire jusqu'à 16 ans. C'est ce que nous appelons le socle de 10 ans. C'est important de le dire et de le faire comme ça parce que ça permet aux jeunes, à un moment de sa vie, s'il advient qu'ils doivent sortir de ce système et qu'il ait pu obtenir quelques compétences. En tout cas, c'est ce que nous avons inscrit dans le socle de 10 ans pour lui permettre, à partir d'un certain âge, c'est-à-dire que s'il reste dans le système 10 ans, ça veut dire qu'il l'aura quitté, s'il devrait le quitter entre 15 et 16 ans, ben, il aura eu quand même des outils, quelques compétences en calcul, en français, en lecture, et ce sont des éléments qui sont très importants et qui peuvent le permettre, dans la vie future, de pouvoir se battre. Voilà. Ce sont des outils, ce sont des éléments, ce sont des compétences aussi qui vont lui être utiles dans le cadre de sa vie à venir. S'il advenait évidemment qu'il sorte de notre système. Mais ce qui est à retenir en ce qui nous concerne, ce serait quand même de faire en sorte, et c'est ce que nous essayons de faire à chaque fois, de garder le plus longtemps possible tous les apprenants dans notre système éducatif pour les accompagner au mieux. D'accord. L'école publique est obligatoire jusqu'à 16 ans en République du Congo. Et est-ce qu'elle est gratuite? Oui, l'école est gratuite. L'école est gratuite. D'accord. Quelles sont vos missions concrètement, monsieur le ministre? Les missions de votre ministère? Donner cette éducation, ces connaissances, ces apprentissages, de façon complémentaire avec la famille d'où viennent les enfants. Le travail d'éducation, c'est un travail de toute la société, allais-je dire. C'est-à-dire qu'au moment où l'enfant quitte sa maison pour se rendre dans son établissement scolaire, il a pris des valeurs dans la famille. Il a pris une certaine éducation dans la famille. Et le système éducatif prend le relais pour lui apporter ce que la famille à la maison n'apporte pas. On va lui apprendre les calculs, la géométrie, les mathématiques, l'histoire, la géographie. Et ce sont tous ces éléments mis ensemble qui vont lui permettre de construire des bagages. Avec ça, il pourra aller donc le plus loin possible dans sa vie. C'est un accompagnement utile, très important, et qui, nous le comparons à un ascenseur, c'est-à-dire que tous les enfants sont mis dans cet ascenseur social et qui va leur permettre donc de gravir des marches, des échelons, et qui va donc leur permettre de progresser ainsi pour que, à l'arrivée, ils puissent avoir une situation sociale et professionnelle digne dans notre société. Et l'arrivée, c'est le marché de l'emploi. C'est le marché de l'emploi, évidemment. Mais on va dire que pour les questions de podcast et d'organisation de conducteurs de notre émission, de nos échanges, est-ce que vous conviendrez avec moi que les questions qui concernent la grève au niveau de l'université Marie-Ngouabi, les bourses qui ne sont pas payées, les professeurs qui ne sont pas payés, ne vous concernent pas directement, ne sont pas liés à vos missions? Oh, mais si, tout ça relève de l'action gouvernementale, c'est-à-dire que s'il y a des flottements à certains niveaux, le gouvernement va se trouver quand même mal à certains moments si dans tel secteur ça ne marche pas, si dans tel secteur ça ne marche pas. C'est tout ça l'action gouvernementale. Et nous sommes donc solidaires au niveau du gouvernement et espérer justement à chaque fois qu'il n'y ait pas de crise, ni dans tel secteur, ni dans tel autre. C'est à ce titre, justement, que nous souhaiterions beaucoup que les choses aillent mieux, que toutes les situations soient gérées, de façon à ce que nous puissions avoir une société qui se construise de la meilleure façon possible. Tout l'honneur vous revient, mais même si vous ne vous dédouanez pas, avec vous, on va aborder les questions qui sont liées à vos missions, si vous permettez. Bien sûr.
Vous, on est d'accord que vous êtes en charge du préscolaire, primaire, Secondaire et et l'alphabétisation. l'alphabétisation. Justement, Monsieur le ministre, quel est le taux d'alphabétisation en République du Congo? Alors, il se situerait autour de 80% quand même à l'heure actuelle. Des années antérieures, ce taux était de 100%, vous vous souvenez de cela, mais c'était à une époque où, évidemment, le taux de croissance démographique n'était pas aussi élevé qu'actuellement, et puis on avait des niveaux de maillage d'établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national qui étaient beaucoup plus adaptés à la population scolarisée. Et ce décrochage, donc, à l'heure actuelle, on essaie de le rattraper au travers de la construction davantage d'infrastructures pour pouvoir prendre en charge toute cette population scolarisée. 80% à l'heure actuelle, bon, les efforts sont en train d'être consentis pour que, évidemment, au travers du système de rescolarisation, de post-alphabétisation et de prise en charge donc, de cette autre catégorie de population qui est analphabète, illettrée, ils prennent des cours du soir dans des établissements appropriés et ce qui leur donne d'ailleurs des possibilités d'obtenir des diplômes et même de revendiquer, ils l'ont obtenu cette année, un lycée qui va aussi s'ouvrir. Un s'est ouvert à Brazzaville cette année, et puis un autre à Pointe-Noire, pour leur donner la possibilité désormais de pouvoir passer le baccalauréat, alors que jusque-là, ils ne pouvaient que passer le BEPC. Donc c'est une avancée pour permettre justement une meilleure prise en charge de cette population qui se retrouve un peu à la marge de notre système éducatif. C'est ça, on reviendra sur le décrochage. D'accord. Cela dit, s'il y a 80% de taux d'alphabétisation au République du Congo, ça veut dire qu'il y a des écoles. Il y a des écoles. Il y en a combien, Monsieur le ministre? Plus de 2000 au primaire, 335 collèges, et 88 lycées à l'heure actuelle. Le 31 octobre dernier, d'ailleurs, il était question que le Premier ministre puisse inaugurer le lycée de Mukondo, qui venait d'être construit, pour montrer justement combien cet effort, même dans Brazzaville et sur l'ensemble du territoire national, cet effort est fait de façon régulière, de façon à pouvoir prendre en charge toute cette population qui se développe, notamment dans les quartiers qui sont en train de se créer dans les périphéries des grandes villes. D'accord. Il y a un problème qu'on a remarqué, c'est le surpeuplement des élèves dans les salles de classe. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non. À l'heure actuelle, les ratios sont raisonnables. On tourne autour de 45, 50 élèves par salle de classe, consécutif justement à cet effort que nous avons consenti depuis quelques années en matière de construction d'infrastructures. Alors, il faut que je vous le dise, nous avons un grand problème, notamment dans les deux grandes villes, qui sont Brazzaville et Pointe-Noire, qui concentrent plus de 65% de la population congolaise. Il s'agit donc de répondre aux préoccupations particulières de ces deux grandes villes pour que nous puissions essayer de maîtriser le problème. Ça se pose un peu moins à Ifondo, ça se posera un peu moins à Makwa, où des réhabilitations ont été faites pendant ces grandes vacances. Ça se pose également moins à Dolisie, où dès 2021, nous avons inauguré le 3e lycée de Dolisie pour répondre justement à la demande qui s'exprimait également dans cette ville. Et nécessité donc il y a aujourd'hui pour nous, en tout cas c'est dans notre programme, de construire chaque année un nouveau lycée à Brazzaville, un nouveau lycée à Pointe-Noire pour pouvoir circonscrire cette difficulté que l'on voit encore, que vous évoquez, mais en réalité qui est en train d'être résolue de façon progressive. Les écoles se construisent et justement, il y a des écoles d'excellence qui ont été construites. Quel est le rôle de ces écoles d'excellence? Alors, c'est une idée, mais une très très grande idée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui avait pensé, il y a quelques années en arrière, de créer une élite nationale. C'est à travers justement donc les lycées d'excellence de Mbunda et d'Oyo, et cette élite est fabriquée. On a pris des meilleurs au travers des concours et on les a mis là, faisant à la fois le brassage de la jeunesse de notre pays, puisque 10 places sont réservées par département sur l'ensemble du territoire national pour pouvoir recevoir les enfants qui vont dans ces différents lycées. Donc le brassage est garanti et ensuite les élèves qui sortent de là, ce sont les meilleurs de notre pays. À côté des lycées d'excellence, il y a aussi 5 lycées interdépartementaux qui poursuivent à peu près le même objectif. Et là aussi, généralement, nous avons des résultats de 100% aux différents examens d'État. À la différence des lycées d'excellence, où les enfants entrent au travers d'un concours dès la 6e, dans les lycées interdépartementaux, on y entre en seconde sur la base des résultats que les élèves obtiennent au moment du BPC. D'accord. Et nous en avons 5 à l'heure actuelle. Donc, il y en a un à Wesso, un à Djambala, un à Sibiti, un à Madingu et un à Vindulu à Pointe-Noire. Que pensez-vous déjà vous-même, dans votre autocritique, du programme scolaire actuel? Nous travaillons avec. Je ne vais pas critiquer le programme sur la base duquel je suis en train de travailler. Ce qu'il faut retenir, c'est que le monde change.
et toutes ces évolutions que nous constatons à travers le monde se doivent d'être intégrées au sein de notre système éducatif pour que nos enfants ne subissent pas en quelque sorte un décrochage en termes d'apprentissage. Il faut les arrimer au nouveau contexte international, c'est-à-dire révisiter en quelque sorte de façon régulière, peut-être toutes les 10 années, les programmes pour pouvoir intégrer des notions liées au changement climatique, à la protection de l'environnement, voilà, un certain nombre de thématiques aussi qui sont d'ailleurs très chères à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui nous a rappelé la nécessité, par exemple, de construire terre d'école où l'environnement est mis en valeur, la protection des forêts, la forestation, le reboisement. Donc toutes ces informations, toutes ces matières sont des matières d'actualité et qui doivent normalement à l'heure actuelle figurer dans nos programmes. L'intelligence artificielle à l'heure actuelle, il nous faut maintenant des programmes, non pas seulement des cours théoriques, mais des cours pratiques, par exemple en informatique, pour tous, et pour permettre justement à toute cette jeunesse de s'arrimer à cette modernité. Il date de quand le programme scolaire actuel? De quelques années. Quelques années. De quelques années. J'ai envie de dire, en tant que jeune, qui a décidé de ce programme scolaire? Ça vient d'où? Mais les cadres du ministère, des compétences, on a toute une direction dédiée. À l'INRAP, on y travaille, c'est leur matière. Et des années plus tard, ou lorsqu'ils considèrent qu'un programme se doit d'être visité, ben, ils écrivent, ils mobilisent les équipes, ils mobilisent les compétences de façon à ce que justement cette matière soit débattue dans des cercles élargis et ensuite des propositions sont faites pour pouvoir adapter de façon régulière et permanente les programmes à la donne qui peut être sociale, économique ou politique dans l'environnement dans lequel nous trouvons. L'une des choses, je me permets parce que je suis un fruit de ce programme scolaire, l'une des choses qui est reprochée à ce système scolaire, c'est la mémorisation. On est plus programmé à mémoriser qu'à innover. Mais justement, nous allons travailler pour que ce ne soit plus tel que c'était enseigné à l'époque. Dans les rues, on appelle ça faire le tchakou. Oui, mais maintenant... Juste mémoriser pour passer les examens. Bon, ce fut un temps, c'était comme ça. Peut-être que c'était les exigences de l'époque. Maintenant, les choses changent. Il faut que l'apprenant apporte aussi. Aujourd'hui, nous avons des outils, nous avons des téléphones, nous avons l'Internet. Mais chaque enfant peut être en capacité d'aller faire de la recherche et d'apporter peut-être un plus ou une contradiction sur une thématique, sur une thèse. Et tout ça, justement, est à mettre à l'actif des nouveaux modes d'apprentissage qui doivent justement s'adapter à tout cet environnement pour que l'enfant puisse tirer profit à la fois des nouvelles technologies et des crises aussi qui émaillent quelquefois notre vie de tous les jours. Nous avons connu la Covid-19 au cours des années 2019-2020, mais qui là aussi était un obstacle important et il nous a fallu nous adapter à toute cette situation pour pouvoir maintenir les apprentissages au sein de nos établissements scolaires. On se dit que ce sont des discussions, des réflexions qui devaient être mises en place depuis cela 20 ans, parce que ce programme, il existe depuis des années. Oui, il existe depuis des années, mais je peux vous dire que ce que j'ai étudié à l'école ici, c'est pas ce que nos enfants étudient à l'heure actuelle. Je vois dans les cahiers de nos enfants, quelquefois lorsque je les ouvre, des notions d'environnement, des questions de la protection des forêts, des choses comme ça. Ça veut dire que ces programmes ont déjà suffisamment évolué. Et ce que nous devrons faire, c'est justement d'accompagner cette mutation et peut-être l'amplifier, mais en tenant compte évidemment à la fois de l'environnement global et du but de l'école, des buts de l'école. Parce que ce n'est pas la peine, je pense aussi, d'abreuver des enfants ou cette jeunesse de choses qui, à l'arrivée, ne leur serviront à rien. Au contraire, il faut leur donner les outils nécessaires qui vont leur permettre, à la sortie de leur système, de ce système éducatif, de pouvoir être en capacité de pouvoir monnayer ou échanger leurs compétences avec une situation sociale qui va leur permettre, peut-être aussi professionnelle, qui va leur permettre de se développer. À vous entendre, on a le discours parfait. Mais sauf que vous êtes politique. C'est-à-dire que nous, on se dit, c'est un discours d'un politique. Parce que sur la pratique, sur le terrain, on a vraiment le constat qu'il y a un problème avec le programme scolaire. Non, vous ne pouvez pas dire ça. C'est politique, oui, si vous voulez. Mais organiser les examens d'État, ce n'est pas politique. C'est pratique. Les élèves se préparent à cela. Et lorsque le mois de juin, que la date est fixée pour le déroulement du BPC et du bac, ce n'est pas politique.
Ils arrivent, c'est pratique, c'est technique, et ils participent aux différents examens d'État. Donc, il faut peut-être nuancer le rôle du politique dans tout ce que nous sommes en train de dire de faire, et le rôle du technicien qui, en fait, gère une situation sociale réelle. Il y a des apprenants, il y a des infrastructures, il y a un système éducatif à faire fonctionner, et nous nous y attelons, peut-être avec un peu de réussite, mais je pense que ça, c'est pas abstrait, quoi. Ça, c'est pas abstrait. Vous cherchez le concret, vous allez vers le concret. Nous sommes dans le concret. Nous ne le cherchons pas, Vous nous y sommes êtes dans le déjà concret. Vous y êtes déjà Vous avez des enfants scolarisés. Oui. Bon, mais c'est concret, non? Oui, c'est concret. Le problème, c'est qu'en tant que parent, et on va arriver, on aura le temps d'en parler, Oui. c'est qu'on veut le changement du programme scolaire. On veut, Mais- ça, on veut un programme qui s'adapte aux réalités. Mais Oui, nous sommes en train d'y travailler, mais on ne va pas rechercher non plus le changement pour le changement. Nous enseignons dans nos établissements scolaires la géographie du Congo, les cours d'eau du Congo, les forêts du Congo, les routes du Congo. Bon, il y a quel mal à ça? Il n'y a aucun mal à ça, bien au contraire. Et vous allez nous demander de changer l'enseignement de cette géographie? Pour quel motif? Les enfants ont besoin de savoir, entre la plaine côtière et le mont Nabemba au nord du Congo, quelles sont les formes de relief qu'il y a sur l'ensemble de notre territoire national. Les enfants ont besoin de savoir. Quels sont les cours d'eau qui alimentent le fleuve Congo ou qui se jettent directement à la mer? Nous avons besoin de le savoir. Ça, c'est la géographie de notre pays. on n'étudie pas que ça, monsieur le ministre. Mais vous avez demandé qu'on change. Oui, oui, bien sûr, mais on n'étudie pas que ça. Disons les choses simplement. Oui, On a plus ou moins 30% de la culture congolaise. oui, Allez, 20% qui est reparti un peu vers les matières, on va dire, nécessaires Oui. à la vie. Oui. Et puis, vous avez le reste du pourcentage qui est consacré aux héros de l'étranger, culture étrangère, langue étrangère. Il est là le problème. Non, les langues étrangères, c'est un enrichissement. C'est très important. À l'heure actuelle, vous n'allez pas faire un cadre compétitif qui n'a pas, qui ne s'exprime pas en anglais, qui ne s'exprime pas en français. Je vous le qui, concède. voilà, et ça c'est très important. Au-delà de ça, ben, nous avons, oui, des choses peut-être qu'il faut revisiter, mais le plus important de mon point de vue, ce serait quand même d'essayer d'imaginer une vraie finalité pour les apprentissages. C'est-à-dire intégrer peut-être cette dose d'entrepreneuriat dans nos enseignements pour permettre à chaque jeune, c'est le statut d'étudiant entrepreneur, par exemple, dont on parle déjà au ministère de l'Enseignement supérieur, pour permettre à chaque jeune, lorsqu'il sort de notre système éducatif, d'être en capacité de se prendre en charge. C'est ce que l'on veut, monsieur le ministre. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais c'est pas un peu trop tard Mais trop tard par rapport à quoi? par rapport à la génération d'avant, la mienne, celle d'avant, Oui, celle de mais maintenant. la génération d'avant, elle était dans un schéma classique. On allait à l'école, on finissait, et on allait à la production. C'était automatique. Les postes étaient là, la fonction publique était ouverte pour pouvoir recevoir tout le monde. Maintenant, non. Ce n'est plus pareil. Et donc, vous voyez, cette jeunesse, en fait, à l'heure actuelle, mais elle est préparée à ça, je pense qu'elle est préparée à ça, ou peut-être faudra-t-il que nous fassions davantage pour pouvoir l'accompagner dans ce genre de démarche, au travers de tous les mécanismes qui sont mis en place. Il y a le FONEA, il y a l'ANA, il y a Le FIGA. le FIGA, il y a tous ces organismes-là qui sont là aussi pour pouvoir accompagner les jeunes en fonction des projets qu'ils élaborent eux-mêmes au sortir de leurs études. D'accord. Est-ce que vous pensez intégrer le numérique et les langues nationales? Oh, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Nous avons commencé par la petite enfance, bien sûr, parce que là, les enfants, ils ont beaucoup plus d'aptitudes. Hein. Avec le ministre de l'économie numérique, on a mis en place les classes multimédia. Dans les autres niveaux, j'étais en train de le dire, je pense, au début de l'émission, il faudrait qu'on ne s'arrête pas seulement à la théorie. Il faut qu'on fasse beaucoup de pratiques pour pouvoir rattraper le gap numérique et faire que toute cette jeunesse puisse être de plus en plus arrimée. Maintenant, nous sommes à l'ère de la 5G pour que tous ceux qui sont jeunes puissent également être en capacité de pouvoir créer pour eux et pour le Congo. Parce que lorsque un jeune crée une entreprise, mais il embauche, et si 10 jeunes créent des entreprises, ben, vous imaginez le nombre de jeunes qui peuvent trouver du travail au travers des structures mises en place par d'autres jeunes. Et il faut capitaliser sur toutes ces nouvelles technologies qui nous viennent et qui sont en réalité une vraie opportunité pour notre jeunesse. D'accord. On va parler des écoles privées. Au Congo, on a l'impression que la qualité de l'enseignement vient plus des écoles privées que des écoles publiques. Non. Non. Pourquoi je le dis? Parce que la restitution qui se fait, la prise en charge qui se fait à l'intérieur de la salle de classe il y a un acteur essentiel à l'intérieur de la salle de classe, c'est l'enseignant.
Et cet enseignant se doit d'être formé. Et les enseignants qui sont formés, qui sont donc passés dans les écoles de formation dans notre pays, lorsqu'ils sortent de formation, ils sont recrutés et mis à la disposition de la fonction publique pour servir dans les établissements scolaires publics. D'accord. Et ce n'est pas le cas pour les écoles privées. Et ce qui fait que, justement, je ne dirais pas que l'enseignement est meilleur ici ou là, mais c'est notre système éducatif et notre rôle devrait être de faire que le nivellement soit le même en termes d'apprentissage, que ce soit au privé ou au public. Est-ce que l'école privée a le même programme scolaire que l'école publique? Mais bien sûr que oui. Lorsque nous organisons les examens d'État, les écoles privées n'ont pas leur examen, n'ont pas leur bac, n'ont pas leur BPC, et les écoles publiques à côté. C'est le même programme qu'ils suivent et ce sont les mêmes examens qui sont organisés à la fin de l'année par le ministère et qui sont destinés justement à tous les enfants parce qu'il n'y a pas d'enfants du privé ni du public, ce sont les enfants de notre système éducatif et nous avons donc cette mission de pouvoir les traiter de la même manière. Mais il y a des écoles privées qui disent allez disposer d'un programme scolaire international, anglais, français, américain. Ce sont des mots de style. Vous avez vu dans notre pays, à Brazzaville, par exemple, il y a les écoles Marif. Les écoles Marif, ce sont des écoles turques. Il y a l'école française, Saint-Exupéry. Il y a... Qui a un autre programme scolaire. On va y revenir. Il y a l'école canadienne, il y a l'école italienne, il y a toutes ces écoles, mais lorsque le moment vient, j'étais en train de le dire tout à l'heure, que ces enfants doivent être soumis aux examens d'État, tous ces examens sont dirigés par nous, sont composés par nous, en dehors de l'école française Saint-Exupéry, qui suit un programme en lien avec tout ce qui se passe, notamment à partir de la France. Mais en tout cas, pour le reste, tous ces enfants sont sous la coupe de notre ministère. Pourquoi le programme de Saint-Exupéry est exceptionnel ou à part? C'est une école conventionnée avec laquelle on a des accords et ils travaillent donc en lien avec le système français. C'est comme ça que ça se passe. Mais je peux vous dire aussi qu'il n'y a pas si longtemps que ça que les enfants congolais ont été admis à l'école Saint-Exupéry. Ça remonte, je crois, de 1992 que les enfants congolais ont été admis à l'école Saint-Exupéry. Donc, c'est une école française qui recevait à l'époque que des enfants français et donc qui suivait le programme qui était établi depuis Paris. Pourquoi les dirigeants, du moins ceux qui peuvent se le permettre, préfèrent scolariser leurs enfants dans les écoles privées que plutôt dans les écoles publiques? Non. Cela dépend du choix des parents. Le parent inscrit ses enfants là où il le veut, là où il peut, en fonction de sa position sociale, en fonction de son lieu de résidence. De ses moyens. En fonction de ses moyens, il inscrira son enfant là où il le souhaite. Oui, mais l'école privée a-t-elle pris un ascendant sur l'école publique? Non, je ne pense pas. Pour quelle raison vous pensez? Il n'y a pas de raison. Je pense on est complémentaires, j'allais dire. On ne dirait pas. Sinon, on est complémentaires. Nos villes s'agrandissent démesurément. Et on a des espaces qui naissent où il n'y a pas encore d'école publique. Et dans ces espaces, généralement, les écoles privées s'installent et rendent un grand service aux communautés pour pouvoir scolariser justement les enfants dans ces différents espaces. Et fait comme ça, ça permet justement à nos apprenants de ne pas errer, de ne pas parcourir de très très longues distances et de pouvoir trouver à proximité de leur domicile les écoles attitrées. Et on est complémentaires. Comment se passe le processus ou la procédure des agréments des écoles privées? Avant qu'une école privée n'ouvre ses portes, elle vient à la direction qu'on appelle la DACPG, la direction des écoles privées d'enseignement général, présente un dossier, remplit un certain nombre de critères, obtient une autorisation d'ouverture et c'est à partir de ce moment-là seulement que l'école peut ouvrir en envoyant des inspecteurs vont sur le terrain pour s'assurer des conditions qui vont garantir justement la bonne prise en charge des enfants dans ces écoles-là. Et c'est à partir de ce moment-là. Donc, nous donnons les autorisations d'ouverture et plus tard, nous donnons les agréments pour leur permettre d'avoir cette sécurité de pouvoir donc faire fonctionner leurs différents établissements scolaires. Des agréments de 10 ans, 5 ans 10 ans, généralement. 10 et ans. Après, on donne des agréments définitifs pour le long terme. Et ces écoles privées qui ont des mauvaises pratiques Non, nous ne fustigeons pas les écoles privées spécialement. Les mauvaises pratiques, on les trouve un peu partout. Nous avons, il y a quelques années, relevé le directeur du CG Nganga-Édouard qui s'adonnait évidemment à des mauvaises pratiques. Donc, elles sont partout.
elles sont dans la société. Notre rôle, c'est de pouvoir niveler, faire qu'il n'y ait pas suffisamment de mauvaises pratiques ou pas du tout, et sanctionner lorsqu'elles sont dénichées. Les enseignants, monsieur le ministre, il y a combien d'enseignants dans l'école publique? Nous avons à l'heure actuelle à peu près 6 000 enseignants fonctionnaires. Ça a beaucoup baissé du fait des départs à la retraite, du fait du blocage des recrutements pendant un certain nombre d'années. Et là, le président nous a donné cette possibilité depuis quelques années de pouvoir recommencer avec les recrutements de personnel enseignant. Et c'est une belle opportunité pour nous. Ça nous permet de corriger le gap qui était en train de se creuser, mais gravement au sein de notre système éducatif, puisque je le disais tout à l'heure, nous avions 6 000 enseignants fonctionnaires, nous avons 12 000 enseignants communautaires et nous avons 4 000 enseignants volontaires. Les enseignants volontaires finalistes, ce sont ceux qui sont sortis des écoles de formation, qui attendent leur intégration à la fonction publique. Et donc, nous avons donc ces différentes catégories de personnel qui nous accompagnent dans notre travail. Mais je sais qu'il y a un effort qu'il faut encore consentir de façon à ce que nous puissions récupérer le nombre d'enseignants réels que nous avions. Nous avions à peu près 17 000 à 18 000 il y a des années en arrière. Bon, ça a beaucoup baissé, mais le rythme a repris. Le président nous autorise chaque année désormais à pouvoir recruter du personnel enseignant et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et là, nous nous attendons justement à recevoir le prochain quota de recrutement pour l'année 2024. Et ce sera une fois de plus une aubaine pour pouvoir améliorer la vie de nombreux enseignants communautaires aujourd'hui qui n'attendent que ce recrutement à la fonction publique. Quand vous dites récupérer, ça veut dire qu'ils vont où? Les enseignants. Oui. Quand vous dites que vous voulez les récupérer, vous les perdez. Oui, il y a la retraite, mais est-ce que la rémunération ne serait pas une autre cause de cette perte Non. Non. du nombre d'enseignants? Non. Ils aiment, nous aimons le travail qui est le nôtre. Nous sommes enseignants, mais nous aimons le travail. Ils vont pas dans le privé? Non, mais ils peuvent aller dans le privé, mais l'essentiel de cette population frappe à notre porte. Hier encore, nous avons reçu des cohortes importantes devant le ministère qui venaient à la fois nous interroger sur le paiement de leur prime d'enseignants communautaires et aussi poser la question sur le prochain quota de recrutement. Ils sont de plus en plus nombreux, mais parce que c'est la sécurité de l'emploi que le président nous offre à travers ces recrutements à la fonction publique. Et généralement, ils sont très, très nombreux à vouloir saisir cette opportunité pour pouvoir se fixer durablement dans leur champ professionnel. Il y a d'un côté la passion pour un enseignant, il y a de l'autre côté la rémunération. Les enseignants ne gagnent pas beaucoup au Congo. Vous avez enseigné par le passé un peu? Pas du tout. J'ai juste la retenue de vous poser la question sur la rémunération. Non. Nous avons... Il y a une grille salariale qui est établie et en fonction des diplômes des uns et des autres, et c'est crescendo. Ce sont des salaires qui évoluent année après année. Un enseignant mal formé est un enseignant qui enseigne très mal, on est d'accord? Oui. Où est-ce qu'ils sont formés, les enseignants au Congo? Dans les ENI, dans les écoles de formation, ENI et ENS, École normale supérieure, où ils sont formés justement au métier d'enseignant. Et on a cette possibilité désormais, depuis 2 ans en arrière, à travers l'inauguration de l'ENFIST, École nationale de formation initiale et continue de Muyonzi, de pouvoir recevoir toute l'année des enseignants qui ont besoin de renforcer leurs capacités dans tous les domaines de leur métier. Et c'est à Muyonzi, ce n'est pas très, très loin d'ici. Et donc, c'est une nouvelle opportunité donc, qui leur a été offerte pour pouvoir, s'ils ont des difficultés dans certains domaines, de pouvoir repartir à l'école eux-mêmes, pouvoir être beaucoup plus compétents et améliorer leur prise en charge des élèves dans notre système éducatif. Comment faites-vous pour lutter contre la fraude pendant les examens d'État? Nous avons toute une direction dédiée, la direction de la lutte contre la fraude en milieu scolaire, qui nous accompagne au moment de l'organisation des examens d'État, mais pas que. C'est une direction qui est installée et qui travaille tout le long de l'année à identifier les mauvaises pratiques, les mauvais enseignants, les chefs d'établissement. Les surveillants. Voilà. Ah oui, nous travaillons dans tous ces domaines et toutes ces informations circulent au sein de notre administration pour nous permettre à la fois d'améliorer nos résultats, nos rendements, la qualité des apprenants que nous formons et pour faire en sorte justement que nous puissions
ne serait-ce qu'à travers notre ministère, éradiquer les antivaleurs, parce que elles gangrènent aussi quand même une bonne partie de notre société. Mais si on a de ces problèmes-là au niveau des Brazzaville-Pointe-Noire, j'imagine alors les problèmes qu'on a dans les villages. Nous sommes en train de les résoudre progressivement. Nous avons inauguré il n'y a pas si longtemps de ça l'école d'Ové, l'école de Ngossi, les écoles de Molomo. Nous avons fait le tour des départements, l'ensemble du territoire national, en train d'inaugurer ces nouveaux établissements scolaires qui sont construits pour répondre aux besoins des populations, souvent d'ailleurs accompagnés par les élus, les députés et autres, qui eux aussi sont très très préoccupés par ces questions d'éducation. Et lorsqu'ils nous les remontent, nous travaillons justement en direction de ces localités pour pouvoir apporter les réponses à ces différentes préoccupations des populations. Vous voulez que nous parlions de quoi, une fois de plus, de tous ces efforts que nous avons consentis, par exemple à Infondo, mais bien sûr que oui, merci de me donner cette opportunité. À Infondo, nous avons un lycée. Nous avons un lycée à Infondo, nous avons ouvert le lycée des Niélé il n'y a pas si longtemps de ça, nous avons ouvert le lycée d'Epena, j'étais directeur général, je suis allé moi-même à Epena inaugurer le lycée d'Epena, nous avons le lycée de Bétou, donc dans le département de la Likoala par exemple, nous avons ces 4 lycées, et à Infondo, nous avions un problème sérieux de pléthore au sein des classes, notamment au niveau terminal. Et nous avons été sur place, constaté, et nous avons initié très rapidement, en quelques mois, la construction d'un nouveau bâtiment de 4 salles de classe qui depuis est fonctionnel et a permis justement de résoudre les problèmes de pléthore qu'il y avait dans ce lycée-là. À Makwa, nous avions le même problème. Mais il y avait là des bâtiments qui étaient à l'abandon pendant presque 20 ans. Nous avons été saisis par les autorités de Makwa et nous avons été voir, constater, et nous avons décidé de réhabiliter ces bâtiments qui ont été rendus à la communauté éducative de Makwa au 1er octobre dernier. Depuis donc, ces bâtiments sont redevenus fonctionnels et les enfants s'en donnent à cœur joie à utiliser ces différents bâtiments. Et cette démarche, vous la retrouvez sur l'ensemble du territoire national. Nous avons été à Mayoko où là aussi la population a exigé que l'on fasse un lycée et nous l'avons fait pendant le laps du temps des vacances. Le lycée a été ouvert et il permet aux enfants de Mayoko, de Mungundu, de Mbinda, des alentours, de pouvoir avoir un lycée parce que autrement, qu'est-ce qu'ils faisaient lorsqu'ils avaient le BPC? Ils allaient soit à Dolisie, soit à Brazzaville, soit à Pointe-Noire. Et s'ils n'avaient pas des parents capables de les recevoir dans ces différentes localités, l'école s'arrêtait net. C'est vrai. Voilà. Et donc, nous avons fait cet effort, cette démarche. Nous avons ouvert le lycée de Kingwe, nous avons ouvert le lycée de Mayoko, nous avons ouvert comme ça beaucoup de lycées sur l'ensemble du territoire national pour permettre aux enfants, évidemment, d'avoir ces possibilités de pouvoir continuer leur scolarité. Mais j'allais dire, c'est très important. Une fois, on m'a dit, mais pourquoi vous ne faites pas les écoles primaires? Parce que c'est la base, c'est le socle, c'est là qu'il faut... J'ai pour une raison simple. Les enfants en bas âge, plus jeunes, leur scolarité ne coûte pas très cher aux parents. Ils payent parfois 2 500, 3 000, 4 000. Mais dans un lycée privé, un enfant en terminale, c'est en moyenne à partir de 30 000. C'est vrai. 30 000, 40 000. Si vous avez 2 enfants scolarisés dans un lycée privé, dans des conditions comme ça, ça va coûter très très cher aux parents. Donc voilà pourquoi je me suis dit, bon, l'idéal serait quand même de faire que nous puissions construire davantage de lycées pour permettre justement à ces grands enfants d'avoir des possibilités, parce qu'ils commencent à nous poser des problèmes. À partir du moment où ils sont ados, ils commencent à nous poser des problèmes. Et s'il y a des infrastructures scolaires, il vaut mieux quand même qu'ils aillent à l'école et plutôt que de les voir traîner à travers les rues. Cette démarche, nous l'avons également faite à Pointe-Noire, où il y avait là suffisamment de grabuge tous les soirs entre les élèves du lycée Victor Augagneur et les élèves du lycée Poitiers-Bernard, au travers de l'uniformisation de la tenue scolaire que nous avons initiée, que nous avons réussi. Oui. Et la construction du lycée de Siafoumou et l'inauguration, l'ouverture du lycée de 15 août dans le quartier Kwiku, nous avons quasiment là aussi résolu le problème. Et depuis, les enfants sont restés dans leurs quartiers respectifs, ne viennent plus à LVA, ne font plus la bagarre, et ils sont confondus au travers de l'uniformisation de la tenue scolaire. Et la perspective de la construction prochaine du lycée de Côte-Matev dans le banlieue sud de Pointe-Noire va permettre de mailler suffisamment le territoire de Pointe-Noire en attendant aussi pour 2025 la construction du grand lycée de Tiétié. Oui. Et là, ça va nous permettre évidemment de résoudre
un tant soit peu le problème au niveau de la ville de Pointe-Noire. Et cette démarche, c'est la même que nous entreprenons à l'heure actuelle au niveau de Brazzaville, où nous avons le chantier de lycée de Jiri qui devrait commencer dans quelques mois peut-être. Il y a quelques situations administratives à résoudre et lorsque ce sera fait, donc le lycée de Jiri devrait pouvoir sortir de terre. Et ensuite, nous avons le lycée de Combé qui est inscrit pour 2025 également. Là, je pense qu'on peut avoir des financements pour que tous ces lycées-là soient ouverts en 2025 et permettre à notre jeunesse d'être suffisamment prise en charge au sein de notre système éducatif. D'accord. Et comment faites-vous pour lutter contre le décrochage scolaire? Les élèves qui abandonnent, et il y en a même, et les cours du soir, par exemple. Oui, mais bien sûr, l'école, entre guillemets, c'est l'école, le de la système. seconde chance. Oui, de la seconde chance. Nous avons donc ce dispositif qui existe, hein, ce format qui nous permet justement de post-alphabétisation, rescolarisation, de pouvoir prendre en charge donc tous ces enfants qui, pour une raison ou une autre, ont abandonné l'école, mais qui ont ensuite éprouvé le besoin de revenir. Et on a créé donc ces écoles pour leur permettre évidemment de revenir. Ils obtiennent leur diplôme et la dernière revendication, la forte revendication qu'ils nous ont faite il n'y a pas si longtemps de ça, c'était que nous fassions un lycée dans ce sens parce que leur scolarité s'arrêtait jusqu'au niveau du BEPC et lorsqu'ils avaient obtenu le BEPC, il n'y avait plus rien pour eux au-dessus. Et donc, nous avons ouvert ces 2 lycées d'alphabétisation, un à Brazzaville et un à Pointe-Noire, ne serait-ce que déjà commencer avec ces deux villes pour permettre justement à cette jeunesse de pouvoir continuer leurs apprentissages et obtenir éventuellement leur baccalauréat un jour. Monsieur le ministre, la responsabilité des parents. Les parents sont responsables de leurs enfants. Elle est essentielle. Elle est essentielle. Elle est constante. Elle est constante. Mais parce que on commence par être un géniteur. Et ensuite, on devient parent. Mais cette transition n'est pas toujours observée par tous. Il y en a qui se contentent de leur rôle de géniteur, mais oublient les responsabilités en tant que parents. L'accompagnement, l'éducation, la prise en charge de leur enfant. Et parfois, lorsqu'ils n'arrivent pas à le faire, c'est justement cette délégation qu'ils font à l'endroit de l'État et demandant donc juste à l'État de pouvoir s'occuper de leurs enfants et de se substituer à eux en tant que parents. Et ça, c'est une mauvaise démarche et il faudrait donc que chacun puisse jouer son rôle, le parent le sien et le système éducatif, l'État également le sien, et ensemble, pour pouvoir donc former des jeunes dont le dividende démographique est très important. Et c'est cette captation de ce dividende démographique qui va contribuer à la construction du produit intérieur brut de notre pays. C'est très important. S'il y a des déperditions, des jeunes qui n'aboutissent pas, qui se perdent, qui s'égarent, c'est le développement économique en partie que nous perdons au travers de toute cette jeunesse qui s'évapore. C'est ça. Et la jeunesse, elle est éternelle. Cette jeunesse, elle est éternelle. Il faut que nous la prenions, il faut que nous la couvons, il faut que nous l'encadrions, il faut qu'on lui donne les moyens de se construire, se développer, de s'épanouir pour ne pas la perdre. Cette jeunesse est devenue pessimiste. Non. Ne croit plus à l'État, ne croit plus au système. Cette jeunesse est devenue très pessimiste. J'espère que vous n'êtes pas ce jeune pessimiste. Je suis au et milieu. que vous ne parlez pas. Non, en ce moment, vous parlez pour vous. Vous ne parlez pas au nom de cette jeunesse. Ah non, je ne suis pas. Celle que nous connaissons, oui. que nous côtoyons, elle est ambitieuse, dynamique, elle rêve, elle se construit des rêves. D'ailleurs, des rêves, étais-je en train de dire, qui doivent se matérialiser. Nous devons accompagner cette jeunesse à matérialiser ses rêves. S'ils ne le font pas, ils vont faire aboutir les rêves des autres. Donc, le message aussi, c'est celui-là. Mais vous êtes jeune, si vous côtoyez cette jeunesse, vous devrez changer leur logiciel. Nous, on essaye, mais tous les jeunes qui nous ont côtoyés il y a quelques années en arrière, nous avons réussi à leur mettre le pied à l'étrier. Mais je ne suis pas, je ne partage pas tellement votre pessimisme. Je ne partage pas. Vous êtes un peu trop optimiste pour nous. Mais il vaut mieux, non? Il vaut mieux pas? Il faut un juste milieu entre la réalité qui est là, oui, et puis les rêves qu'on a, justement, parce qu'on est jeune, oui. On a la fougue. Que veut la jeunesse? Vous qui parlez au nom de cette jeunesse, qu'est-ce qu'elle veut aujourd'hui? Je ne suis pas le porte-parole de la jeunesse. Cela dit, je suis jeune. Vous parlez quand même en son nom, là? Non, pas du tout. Bon, pas du tout. Bon. Revenons donc sur ce plateau, je représente les jeunes. Représenter les jeunes. Et que veulent-ils, les jeunes, alors? Travailler. Travailler. Oui. Scolariser. Être scolarisé. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voyager.
Pour certains jeunes, De plus en plus, les frontières se ferment. Vous ne voyez pas? de plus en plus, les frontières s'ouvrent. Mais elles s'ouvrent au travers de votre téléphone. Vous n'avez pas besoin d'aller à Carcassonne pour visiter. À partir de votre téléphone, aujourd'hui, nous voyageons. Vous savez, Donc, ce qui est vrai, oui. Mais parce que nous n'avons pas besoin que notre jeunesse parte trop. non, elle veut pas. Mais même elle celle veut qui pas part, partir. moi je suis l'un de ces jeunes d'hier qui est parti et qui est revenu. Mais Parce que nous vous sommes avez un nombreux. projet de vie. Vous croyez à un système. Le problème avec nous, aujourd'hui les jeunes, c'est que ce système, on est partagé. Il y a des optimistes. Vous vous doutez bien que je suis... La jeunesse congolaise est optimiste. Et Non. L'autre partie, c'est Oui, laquelle? c'est-à-dire qu'il y a des optimistes. Des gens comme nous autres, avec Oui. des profils, Oui. on arrive à... Mais c'est la majorité. Hein. Heureusement. Oui. Je peux vous l'affirmer, heureusement. Allons-y. C'est-à-dire qu'on a des possibilités de faire des voyages, de vivre ou de d'entreprendre ailleurs. Oui. On se dit, on va travailler ici. Oui. Moi qui parle pour moi, j'ai une entreprise, j'ai des employés. Oui. Vous comprenez un peu. Donc, il y a des jeunes comme moi Oui. qui entreprennent, Oui. qui croient en ce pays, qui croient au Congo, qui croient au système, Oui. qui n'est peut-être pas d'accord avec tout ce qui se passe, Mm. mais qui se dit, au lieu de se plaindre, je vais aller vers les solutions. Oui. On a mis en place ce podcast parce que dans le paysage audiovisuel congolais, il y a beaucoup trop de, allez, on va dire, des contenus, des programmes, des informations qui sont, à notre sens, pas de valeur ajoutée. Donc on s'est dit, on va mettre un podcast, Oui. on va recevoir des gens qui vont venir, on va s'expliquer, discuter, échanger pour Oui. pouvoir éclairer notre long terme. Oui. Donc ça, c'est notre modeste contribution. Mhm. Mais de l'autre côté, il y a cette jeunesse qui est très fermée, qui est frustrée par les différenciations sociales, Mhm. frustrée par le système, frustrée par les discours des politiques, de vos discours à vous, frustrée par la galère, par la famine, le manque d'emploi, l'électricité, l'eau. Et elle en a marre, donc elle ne croit plus à aucun mot, à aucun système, à aucun avenir. Mhm. Et on espère justement que ce podcast va pouvoir permettre de dire à cette jeunesse qui est très fermée, ouvrons-nous à la discussion. Toute notre vie a été une vie de crise. Toute notre vie. Toute la société, elle s'inscrit comme ça, par des périodes de dépression, par des périodes de reprise, de croissance. Et c'est comme ça que la société vit, elle fonctionne comme ça. Si tant est que les jeunes sont en ce moment un petit peu dans le creux de la vague, ça peut se comprendre. Mais la reprise, il faut qu'elle revienne vite. Notre jeunesse, pourquoi je suis tellement fier de notre jeunesse? L'Occident, si vous parlez de l'Occident vieillit. L'Occident vieillit. En France, on fait un enfant 1,2 enfants par famille. C'est-à-dire qu'on n'est même plus en capacité de pouvoir renouveler le papa et la maman. Alors, ils recherchent des jeunes pour leur économie et pour toutes ces choses. C'est pour cela que vous suivez l'actualité, nous suivons l'actualité. En Russie comme en Ukraine, on cherche des jeunes. Mais il ne faut pas que ce soit pas notre jeunesse qui doit se retrouver là-bas. Nous avons besoin de notre jeunesse, nous avons besoin de notre population. C'est elle qui va construire notre nation. C'est pour ça qu'il faudrait que nous fassions tout le nécessaire pour que à la fois cette jeunesse soit éduquée, scolarisée, même lorsqu'elle part. Il faut qu'elle soit nostalgique et qu'elle revienne dans son pays. Créons le cadre. Eh bien, c'est fait. Eh bien, c'est fait. Est-ce que l'action gouvernementale, allez, on va dire, elle est perçue à notre niveau? Moi, en tant que jeune, j'ai l'impression que l'action gouvernementale est mise en place pour rattraper. Le verbe que je pense qui conviendrait bien, c'est le rattrapage. On essaie de rattraper. Rattraper ceci, rattraper cela. Est-ce que ma vision, elle est bonne? Est-ce que mon point de vue est bien? Ma perception, est-ce qu'elle est bonne? Bon, c'est la perception du jeune que vous êtes. C'est la perception du jeune. Moi, je comprends. Rattraper quoi? On rattrape quoi? Nous sommes des nations jeunes. Nous sommes des nations jeunes. Nous ne sommes pas une nation qui a 200 ans d'existence. Vous vous rendez compte? Regardez tout ce que nous avons fait en l'espace de quelques années. Prenez une année repère comme ça. Si vous partez de 1979, par exemple, à 2024. En 1979, s'il faut faire un lien avec notre système éducatif, nous n'avions que 3 grands lycées, 9 au total, mais avec 3 pôles. Toute la zone nord de notre pays n'avait qu'un seul lycée. C'était le lycée de Makwa, le lycée Champagnat. Tous les enfants qui obtenaient leur BEPC, leur BMG à l'époque, à Ouesso, à Makwa, à Ouando, et tous venaient à Makwa, lycée Champagnat. Puis c'était Brazzaville, le lycée Pierre Savagnon de Brazza. Puis c'était Pointe-Noire, le lycée Victor Augagneur. Il n'y avait rien d'autre. Aujourd'hui, nous avons fait le point, 88 lycées désormais. L'ambition du gouvernement, elle est manifeste sur tous les aspects.
Que ce soit sur la question de l'électricité, comme vous le dites, il y a des projets ambitieux. Je pense que le barrage de Sunda devrait être construit peut-être l'année prochaine, à partir de 2025. Oui, on a reçu avec des résultats. l'énergie du Voilà. président. Oui. Et des projets également en matière d'approvisionnement en eau dans les grandes villes notamment. Donc, il y a des choses qui se font. Il faut que la jeunesse le voie. D'accord. Voilà. Combien notez-vous sur 10 l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation au Congo? Je ne vais pas être jugé parti. Sinon, je risque de me donner 18 sur 20. Donnez-moi une note. Donnez une note au gouvernement. Donnez une note à tous les ministres qui ont travaillé d'arrache-pied dans ce secteur essentiel de la vie de notre nation. L'éducation, c'est l'église au cœur du village. Toutes les familles sont concernées par les questions de l'école. Et notre responsabilité, elle est essentielle dans le fonctionnement que ce soit sur le plan économique, parce que nous formons, que ce soit sur le plan des valeurs, de l'éthique. Tous ces jeunes sont passés par le chemin de l'école, sont passés dans notre système éducatif. Et donc, nous avons une grande mission dans notre pays. Vous-même, d'ailleurs, vous avez été élève dans notre système éducatif. Oui. Donc, voilà le travail qui est le nôtre. Et c'est ce travail que nous devrons continuer de façon à ce qu'il n'y ait aucune déperdition d'aucune force, d'aucune jeunesse dans notre pays. Chaque jeune devrait correspondre à une situation et à un résultat de façon à ce que, je le disais déjà tout à l'heure, nous puissions capter tous les dividendes démographiques qu'il y a dans chaque jeune dans notre pays. Et c'est très important. Vous êtes sur plusieurs fronts, oui, dans la charge de la gestion de votre ministère. Mais quels sont les 3 fronts, les 3 défis qui vous tiennent à cœur, qui vous empêchent de dormir la nuit? C'est tout simple. C'est la rentrée des classes, nous l'avons réussi. Elle coûte cher, cette rentrée, aux parents. Mais nous l'avons faite, elle est déjà derrière nous. Et puis, il y a les examens d'État, l'organisation des examens d'État. C'est un moment fondamental dans la vie de notre ministère. Il y a beaucoup plus de tricherie pendant ces examens d'État. Non, mais oh là là. Vous avez triché pour réussir, on dirait. Pas du tout. Vous avez triché pour réussir. Vous m'inquiétez là. Heureusement que notre jeunesse vraiment ne vous ressemble pas. Ah non, mais parce que vraiment, il y aurait de quoi s'inquiéter sur ce plateau. Je joue le rôle de thermomètre de thermostat. Je donne la température et j'essaie de le réguler. Ça, c'est pas le bon. Bon. Les examens d'État vous tiennent à cœur. Non, mais nous avons parlé tout à l'heure de la lutte contre la fraude en milieu scolaire. Nous avons expliqué à peu près tous les mécanismes que nous mettons en place de façon à ce que, au moment des examens d'État, ce large déploiement que nous faisons sur l'ensemble des centres de notre pays et qui permet aux enfants, justement, de ne pouvoir compter dans la salle d'examen que sur ce qu'ils ont appris tout au long de l'année. D'accord. En mettant dehors les téléphones, les bébés Lili, cette industrie de la fraude qui s'organise à l'intérieur du centre ou à côté du centre et qui parfois donne des facilités comme ça de réussite aux enfants non méritants. Non, ces choses-là ne fonctionnent plus. Voilà. Et donc, nous veillons sur ces choses-là et ça nous permet, j'étais en train d'évoquer les 3 moments essentiels. Donc, je vais vous parler de la rentrée des classes, je vais vous parler de l'organisation des examens d'État et puis un élément très important, mais nous l'avons évoqué tout à l'heure, le recrutement de personnel enseignant pour accompagner… Qualitatif, oui, pour accompagner la résilience de notre système éducatif. Quand la première fois qu'on vous appelait ministre, la première fois qu'on vous appelait… Oui, mais quand j'ai suivi moi-même… ce soir-là, à la télé, que j'étais rentré au gouvernement, j'étais surpris. Pourquoi vous étiez surpris? Mais parce qu'on ne s'attend jamais à rien dans la vie. Vous attendez à quoi, vous? Mais vous avez accompagné le Premier ministre. Mais j'ai accompagné le Premier ministre naturellement. Des rêves professionnels, des objectifs. Vous accompagnez et après, vous ne demandez rien. Mais vous ne demandez rien. Vous êtes là pour travailler, pour servir. Vous l'avez appris à la télévision? Mais je l'ai appris à la télévision. Le Premier ministre, il lui a plu d'inscrire mon nom sur cette shortlist qu'il avait constituée et le président de la République l'a admis. Bon, mais voilà. Et après, vous faites le travail, c'est tout. Quand c'est le Premier ministre qui vous recommande au président de la République, vous êtes redevable à qui? Non, je n'étais pas là. Oui, mais vous êtes redevable à qui? Au Premier ministre ou au président? Au président de la République, c'est lui qui signe. C'est lui qui valide, même s'il n'avait aucune connaissance de la personne que j'étais. Vous ne connaissez pas du tout? Non, du tout. Vous l'avez appris comme ça au salon? Ben oui, au salon, oui. Nous attendions tous, tout le monde attendait. Non, vous n'attendiez pas? Peut-être que vous aussi, vous devrez figurer dans le gouvernement. Je suis apolitique. Moi aussi. Mais à ce stade, nous avons appris qu'à ce stade, non, on n'est plus apolitique, on fait la politique pour accompagner la vision
du président de la République. C'est ça. Voilà. Vous n'avez pas eu peur, non? Un peu, oui. Un peu. Vous avez dormi cette nuit-là? Non. Il y avait qui au salon avec vous? Tout le quartier était venu. Pourquoi? Ils ont pris l'assaut ma maison. Et... Ah oui, mais avant que le quartier ne vienne, vous étiez en famille? J'étais en famille avec mon épouse, les enfants. Peut-être qu'il pourrait y avoir une surprise. En tout cas, nous étions là, nous attendions de voir ce nouveau gouvernement, fiévreusement. Si vous attendiez, c'est que vous espérez quelque chose. Non, du tout. Du tout. Vous avez appris à la télévision que vous étiez devenu Je vous le dis. Vous m'avez demandé de jurer tout à l'heure en début d'émission, de dire toute la vérité, rien que la vérité. C'est ce que je suis en train de faire. Et depuis, le président, il vous connaît? Oui, un peu mieux, oui. Un peu mieux? Oui. Est-ce qu'on fréquente souvent le président quand on est ministre? Alors, moi, j'ai une chance exceptionnelle. Le département qui est le mien me donne cette chance, cet honneur, une fois l'an, d'être reçu par le président de la République. C'est protocolaire? C'est quoi? Non, c'est dans le cadre de mon travail. Ah, de votre travail. Voilà. Une fois l'an, le président me reçoit. D'accord. Et c'est super, c'est énorme. Et je vous assure, la première fois, je tremblais de toutes mes jambes. Non. Ah ben si. Non. Ah ben si. C'est parce que vous réalisez que c'était le président ou parce qu'il est impressionnant? Mais les deux. Ah ouais. Oui. Monsieur Jean-Luc Moto, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Au revoir.